La puissance d'un récit réside souvent dans la justesse de son propos et la maîtrise qui est faite de celui-ci, pouvant apporter de nombreuses paraboles rien que par le traitement de ses personnages ou la générosité de sa dramaturgie. Rares sont les œuvres qui parviennent à évoquer cela et à le faire de manière élégante, comme s'il s'agissait d'un besoin inhérent à l'œuvre elle-même et que celle-ci ne pouvait être complète sans le traitement qui en serait fait. Et c'est cela souvent qui différencie un bon film d'un grand monument du 7e art. Forcément, il y a d'autres éléments, mais la manière de regarder et de traiter une œuvre permet aussi de donner une certaine puissance et de permettre au spectateur de ressentir toute l'ampleur d'une aventure qui cherche à faire bien plus que simplement divertir, chose qui semble aujourd'hui passer de mode pour beaucoup de cinéastes et de créateurs audiovisuels. Mais en 1982, un cinéaste encore en pleine émergence, que l'on a déjà évoqué ici, a souhaité livrer au cinéma de science-fiction une nouvelle pierre angulaire au travers de l'adaptation d'un classique de la littérature. Ridley Scott, juste après Alien, chercha à rester dans le monde de la science-fiction, et cette adaptation du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philip K. Dick était l'univers parfait pour tenter une nouvelle fois d'apporter de la nouveauté au cinéma de genre et de révolutionner à sa manière la pensée que l'on avait de notre monde. Après Blade Runner, le cinéma de science-fiction ne fut plus jamais pareil, et la plupart des cinéastes chercheront à évoquer ce film de manière plus ou moins directe par le biais d'une pensée, d'un regard ou d'une évocation humaniste de ce propos. Remodelé, refaçonné et remonté, le film finira par avoir sa version définitive en 2007, donc tardivement, après une bataille intense de la part de Ridley Scott pour donner la forme qu'il souhaitait à ce classique de la science-fiction. Le film de Scott fut un de ses derniers longs métrages à être tourné entièrement avec des effets spéciaux conçus sur le plateau, le début des années 80 étant l'émergence des SFX conçus par ordinateur, réduisant ainsi les coûts de production. Pour autant, hors de question pour le cinéaste de céder à cette mode, et c'est par cela que le film est devenu un classique, parce que chaque plan, chaque décor et chaque effet graphique de ce long métrage monumental et surtout ambitieux dans le genre a été conçu sur un plateau de cinéma et non grâce à une carte graphique. Cette idée, aussi folle fut-elle à l'époque, a permis au film d'avoir un cachet, et surtout a permis à Scott de conforter à cette époque son image de graphiste hors pair, le cinéaste déballant une batterie de plans visuellement hallucinants tout au long du film, à l'image d'une ouverture folle, alignant les idées de cadre fascinantes et surtout une puissance visuelle dingue. Hallucinant est le mot qui définit bien le graphisme et l'esthétique de ce long métrage, car nombreux sont les plans à repousser les limites de l'iconisation visuelle d'un futur fascinant. C'est irréaliste tout de même, il faut le reconnaître, puisque dans 2 ans on sera en plein dedans, mais tout simplement sublime en termes de cinéma. Le film est également devenu un classique grâce à son ambiance musicale, unique en son genre, qui inspirera par la suite à de nombreux compositeurs maintes symphonies électroniques. Dans la pure veine de son travail sur scène, Vangelis livre ici un ensemble musical extraordinaire, composé de sonorités profondément futuristes, alliant des aspects de composition classique et moderne, dans la pure veille du travail de Giorgio Moroder sur des films comme Scarface ou Midnight Express. Avec ce travail, le compositeur offre des musiques aussi profondes qu'enivrantes, à l'image du blues de Blade Runner ou du thème final du long métrage, cristallisant à lui seul toute l'ambiance et la profondeur du récit qui s'est déroulé devant nous. Les grandes compositions demandent une passion profonde pour une histoire, et il est clair que Vangelis s'est senti concerné par l'aventure de Descartes. Les musiques de ce film ont traversé le temps et sont devenues des objets fascinants à analyser et encore plus à écouter. Et c'est par cela que l'on sent qu'un compositeur a eu besoin de mettre de sa personne dans les musiques de ce long métrage. Dans Blade Runner, le futur peint par K. Dick est macabre, rongé par le capitalisme et par une forme d'oppression des grandes instances de ce monde. Et dans la photographie de Jordan Cronenweth, cela se ressent à chaque seconde. De par un jeu de lumière hallucinant de grandeur et de profondeur, que l'on semble retrouver en partie dans la direction de la photographie de la suite à venir, Cronenweth a cherché à faire ressentir la profondeur du monde qui entoure Descartes, par le biais d'un jeu de lumière très forcé, rappelant le travail effectué par les expressionnistes dans le cinéma allemand des années 30. Lumière appuyant les traits des personnages, ambiance aux couleurs néon chatoyantes et oppressantes, tout cela contribue à créer bien plus qu'une simple immersion réussie, mais littéralement donne un cachet unique à ce métrage qui imprègne et distille une ambiance pesante et planante sur un spectateur hypnotisé par la maestria de cette photographie remarquable. Rarement le mot maîtrise aura eu autant de sens que devant le graphisme pictural de ce long métrage, que l'on admire autant que l'on a envie d'analyser, tant chaque scène semble être capable d'être accrochée à un mur comme un tableau. À cette époque, l'art était un monument de la pop culture et du cinéma américain, ayant déjà tourné dans de nombreux chefs-d'œuvre. Et l'autre était un acteur de l'ombre renommé dans son pays, mais débarquant depuis peu aux États-Unis.
Mais pourtant, on a du mal à les dissocier l'un de l'autre au cœur de ce métrage. Harrison Ford imposant une interprétation tout simplement dingue dans le rôle d'un traqueur de répliquants aussi profond que maîtrisé par le jeune acteur, prouvant que celui-ci était capable de jouer beaucoup de choses dans de nombreux registres. Et Rutger Hauer, de son côté, a eu un rôle plus complexe à jouer, celui d'un androïde persuadé d'être rempli d'humanité et d'avoir le droit de prouver aux yeux du monde qu'il mérite de vivre et d'avoir le contrôle de sa personne, parvenant ainsi à jouer avec l'idée même d'expression et d'émotion au cœur d'un métrage dont il hypnotise le cadre, notamment dans une scène finale fantastique. La complémentarité de ces deux acteurs a fait la grandeur de ce film et permet au métrage de gagner en puissance émotionnelle et dramatique, notamment grâce à cette scène de fin remplie d'une profondeur humaniste démentielle de par leur travail d'acting. Au fil du temps, des éditions et des remaniements effectués sur cette œuvre, Blade Runner est devenue une œuvre qui a divisé, parfois même qui a interrogé. Mais plus le temps avançait, plus tout le monde semblait être d'accord que ce film, bien au-delà d'être visuellement unique en son genre, cristallisait une époque, une manière de faire du cinéma et de traiter l'humanité et son futur. Difficile aujourd'hui de ne pas voir dans ce classique de Ridley Scott une œuvre en avance sur son temps, bien plus que d'autres œuvres de l'époque. Comme si Scott, à contrario de ce qu'il est aujourd'hui, avait eu assez de recul pour projeter son œuvre dans le temps et concevoir l'impact que celle-ci aurait sur le 7e art et sur la manière de voir le cinéma de science-fiction. À mon sens, c'est à cela que l'on reconnaît un auteur, lorsqu'il est capable de se projeter dans le temps et de voir dans son film bien plus qu'un simple divertissement voué à se réfugier dans une époque donnée, mais cherchant bien à marquer le cinéma d'une pierre angulaire.